Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Blabla littéraire, je suis Lorlan's Reading et aujourd'hui je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2024. Je suis allée sur Goodreads et j'ai sorti tous mes 5 étoiles, donc j'en ai pas mal. Si je me trompe pas, j'ai 16 livres. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour pas que le podcast dure 1000 ans, etc. Mais voilà, on va parler quand même de pas mal de lectures, assez diversifiées. Donc je pense que tout le monde peut trouver un peu de ce qu'il aime. Donc on va commencer maintenant. Alors, il n'y a pas de sens au niveau des lectures, j'ai vraiment pris au hasard les livres, mais du coup le premier que je sors c'est Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Moi j'ai sorti l'édition du livre de poche. C'est un livre que j'avais depuis très longtemps dans ma bibliothèque, dans ma palle, donc je suis très heureuse d'avoir enfin pu le découvrir. Donc dans ce livre, l'autrice elle va retracer l'histoire de sa mère qui est atteinte de bipolarité. Donc elle retrace la vie de l'enfance jusqu'à l'adolescence grâce au témoignage de sa famille. Effectivement, elle a demandé aux frères et sœurs de sa mère ce qu'ils pouvaient en dire, les souvenirs qu'ils avaient d'elle, etc. Et grâce à ça, elle a pu réécrire, elle a pu retranscrire finalement une vérité globale de qui était sa mère, en s'appuyant du coup sur tous ses points de vue, dont le sien bien évidemment. Donc on a le droit au meilleur comme au pire. On découvre les drames qu'a pu vivre sa mère quand elle était plus jeune et moins jeune aussi. On peut voir aussi ce qu'elle a dû vivre, ce qu'elle a vécu d'horrible à cause de la bipolarité, et aussi ce qu'elle a fait vivre naturellement, ce qu'elle a fait subir à ses enfants à cause de cette maladie. Alors moi j'ai adoré ce livre, mais sachez que quand même c'est un public averti. Si c'est un sujet qui peut vous mettre à mal, ne le tentez pas. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, faut quand même être assez accroché. Personnellement j'ai vraiment adoré, c'était très dur à lire, j'ai pris beaucoup de temps à lire alors que le livre est pas si gros que ça, mais c'est parce que le sujet est tellement dur que naturellement il faut avoir un peu le courage en fait d'aller au travers de cette lecture. J'ai trouvé ça très bouleversant. Si vous savez comment écrire Delphine de Vigan, voilà, c'est hyper bien écrit, donc moi l'écriture j'ai adoré, c'est mon autrice française préférée, donc en plus de ça voilà, c'est vraiment nickel niveau écriture. Donc moi je vous le conseille, mais voilà, y allez-y seulement si vous êtes sûr de pouvoir supporter tout ce qui peut être dit dans ce livre, en sachant qu'il y a vraiment des sujets difficiles. Voilà, trigger warning sur les agressions sexuelles en particulier, et tout ce qui est suicide, mort, tout ça, enfin bref, voilà. Soyez prévenus parce que c'est vraiment dur. Ensuite, je vous sors un livre que j'ai lu du coup en décembre, donc c'est un des derniers livres que j'ai lu. C'est une relecture et je vais surtout parler de ce livre dans l'épisode précédent. Je vais vous parler, je pense que si vous avez deviné, vous êtes, je vais pas envie de dire très fort, mais c'est très logique. Je vous parle du coup de La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, et j'ai l'édition sortie chez Lumen. Voilà. Alors je sais pas si on entend dans le micro, mais j'ai les livres entre les mains parce que je filme en même temps pour que les épisodes sortent avec une vidéo de moi qui parle sur YouTube. Mais du coup, si vous entendez le bruit, c'est normal, j'ai le livre entre les mains parce que je montre la magnifique couverture du livre. Donc comme vous pouvez constater, ceux qui ont pu le voir, le livre est gros, il fait 704 pages. On a remarqué ça à l'épisode dernier parce que c'était le plus gros livre que j'avais lu de l'année dernière. Et dans ce livre, nous suivons Adi qui, si je ne me trompe pas, en 1714 est une jeune Française qui vit dans un petit village, et surtout elle doit épouser un homme qu'elle n'a pas du tout envie d'épouser parce qu'en fait elle veut juste pas se marier, mais elle n'a pas le choix. Et le jour de son mariage, elle décide d'aller prier les dieux. Et il faut savoir qu'elle a appris à prier les anciens dieux grâce à une de ses voisines, donc elle va prier les anciens dieux. Sauf que à force de prier, elle se rend pas compte que la nuit tombe et qu'elle est en train de prier le dieu des ténèbres ou de l'obscurité, je sais plus trop comment elle l'appelle, mais bref, le dieu qu'il faut pas appeler, celui qui, on lui a vraiment dit ne l'appelle pas lui parce que c'est pas ouf ce qui peut arriver. Sauf qu'elle se rend pas compte et du coup elle fait face à ce mec, enfin ce dieu du coup, parce que je dis ce mec parce qu'il a une apparence d'homme devant elle, il ressemble à l'homme idéal pour elle. Il va exaucer son vœu qui est la liberté et le fait de n'appartenir à personne, sauf qu'en contrepartie, plus personne ne se rappelle d'elle. Donc dès le lendemain, quand elle retourne chez elle pour s'excuser auprès de ses parents ne la reconnaissent pas, ne savent pas qui elle est.
ce n'est pas leur fille, ils n'ont pas de fille en fait. Et en fait, à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, qu'elle rencontre quelqu'un, il suffit qu'il ait dos tourné pendant 5 secondes et il oublie entièrement son existence. Donc c'est horrible. Donc elle va passer des siècles comme cela en étant oubliée de tout le monde. En 2014, elle finit par rencontrer un homme qui s'appelle Henry et lui va se rappeler d'elle. Et voilà. Genre, comment ça se fait que Henry se rappelle d'elle? Voilà. Donc moi j'adore ce livre. Genre vraiment je le trouve génial. Et pourquoi je le trouve aussi incroyable, c'est parce que je me reconnais beaucoup en fait en Addie mais aussi en Henry. Parce que du coup, Addie elle est invisible finalement aux yeux de tout le monde parce qu'elle ne laisse pas de traces. Et j'ai souvent eu cette sensation, et encore maintenant j'ai souvent cette sensation d'être invisible, de me rappeler de beaucoup de personnes de mon passé mais eux ne se rappellent pas spécialement de moi. Du coup c'est l'impression que je vais jamais laisser de traces derrière moi, derrière ma vie, derrière mon vécu, que tout le monde m'oubliera au final. Du coup c'est en ça que je me reconnais en Addie, alors que Henry, je me reconnais en lui parce qu'il a cette envie de ne pas être le second choix. Il voudrait être plus. En fait il voudrait juste être assez. Du coup moi-même j'ai envie d'être assez pour quelqu'un, et du coup c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi. Donc voilà, c'est deux personnages que je trouve magnifiques, que j'aime beaucoup, que je trouve émouvants, très touchants, qui finalement se ressemblent beaucoup dans leurs souhaits, dans leur volonté d'être, ou dans leur malédiction, parce que du coup Addie c'est pas sa faute, c'est elle est invisible, mais je trouve que ça complète assez aussi l'envie derrière d'être assez, d'être justement le premier choix. Également, en fait il y a plusieurs histoires d'amour, il y en a deux, et il y en a une c'est du coup une sorte de... Je peux pas dire Friends to Lovers, mais ça va directement sur de l'amour très rapidement, alors que le deuxième c'est un Enemies to Lovers. Donc pour mes très chers fans d'Enemies to Lovers, n'hésitez pas à lire ce livre en fait. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous allez kiffer. Bref, c'est une belle histoire qui est vraiment touchante et qui je pense peut plaire à beaucoup. Mais juste si vous n'êtes pas habitué à lire des gros livres et que ça vous intéresse, soyez fort parce que ça va être un gros livre, hein. 704 pages, on les sent bien passer en sachant que c'est un livre qui a beaucoup de longueur parce qu'on raconte toute l'histoire de Addie de 1714 jusqu'à 2014, donc soyez sûrs de vous. Ensuite, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Skip and Loafer de Misaki Takamatsu. C'est un tome 1 que je vous présente seulement parce que tout simplement je n'ai jamais trouvé le tome 2. Donc pitié s'il vous plaît, sortez le tome 2 parce qu'en fait il y a 11 tomes. Le tome 2 il est introuvable, genre vraiment incommandable, je ne peux pas le trouver, je ne peux pas l'avoir. Donc je suis en PLS parce que j'adore ce manga et que je ne peux pas lire la suite. Voilà. J'ai besoin de la suite et je ne l'ai pas, donc pitié, faites quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai besoin de trouver ce tome 2. On va y suivre Mitsumi qui vit de base dans un petit village au Japon, et pour le lycée, elle veut rentrer dans un lycée prestigieux en ville, donc elle va vivre chez son oncle ou sa tante, je ne sais pas trop, donc je ne sais pas s'il y a un terme pour... neutre pour ça, mais du coup l'adelphe de un de ses parents, elle va du coup faire la rencontre de tous ses camarades de classe et créer un énorme groupe d'amis qui ont des personnalités très différentes et qui sont tous très attachants les uns et les autres. Donc on a ce genre de petites tranches de vie entre tous ces camarades qui sont dans cette école très prestigieuse pour être un peu les meilleurs en fait. Et moi j'ai trop aimé ça, c'est léger, c'est simple, ça fait du bien et juste vraiment j'ai juste kiffé quoi. Et je ne comprends pas pourquoi du coup le tome 2 est introuvable. Genre, alors qu'il est sorti, mais juste il est plus possible d'acheter ce tome 2. Donc je suis en PLS, d'accord? Pitié, trouvez-le moi. Parce que j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de suivre leurs aventures parce que je trouve ça juste trop bien. Autre lecture, personnellement, là c'est une lecture que j'ai lue en anglais, donc je ne sais pas ce que ça vaut en français. Je vais vous parler de One Last Stop de Casey McKeeston, que j'ai de chez quelle maison d'édition? Macmillan, je crois. Donc c'est une romance saphique. Si vous ne savez pas ce que c'est saphique, c'est une romance entre deux femmes. Voilà, moi j'aime beaucoup lire des lectures LGBT, donc je vous conseille d'en lire d'ailleurs parce que c'est super cool. C'est différent de ce qu'on peut attendre par exemple avec les romances hétérosexuelles. Je trouve que c'est beaucoup plus sain. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter des coups d'œil aux livres qu'on peut trouver en romance saphique.
ou en tout cas LGBT. Donc dans ce livre, nous suivons Auguste qui vient d'emménager à New York en colocation avec des super colocataires d'ailleurs que je trouve vraiment très fun. Alors qu'elle est censée prendre le métro, elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Jane, qui est trop belle, trop sympa, etc. Et elle va avoir un énorme crush sur cette meuf. Du coup, tous les jours, elle essaye de prendre le même métro pour l'avoir avec elle, quoi. Et elle a beaucoup de chance, c'est qu'elle y arrive, je crois, presque tout le temps. Et du coup, elle est trop contente, mais en même temps, elle se rend pas compte que c'est un peu bizarre de croiser toujours la même meuf dans un métro, parce que je sais pas si vous avez déjà pris le métro. Perso, je croisais jamais la même personne, hein. C'était extrêmement rare, donc vraiment, elle était très forte. Sauf qu'en fait, on va vite se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche avec Jane, et que c'est peut-être bizarre qu'elle soit tout le temps dans cette trame de métro, peut-être qu'il y a un truc derrière tout ça. Voilà, une histoire de voyage dans le temps, ou en tout cas d'être coincée dans le temps depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi, comment, qui est cette fille qui travaille au même endroit qui travaillait au même endroit où travaille actuellement Auguste, mais dans les années 70, alors que nous sommes dans les années 2000, 2020. Voilà, donc c'est tout un mystère autour de ça, j'ai trop aimé. Donc tous ceux qui aiment un peu tout ce qui est voyage dans le temps, je pense par exemple à ma mère qui adore ça. Je sais pas si elle pourrait aimer parce que je sais pas si elle lit ce genre de romance, mais je conseille parce que c'est quand même assez fun, ce petit côté un peu science-fiction derrière tout ça, petit côté fantastique qui fait hyper plaisir. Si vous êtes des fans de romance mais qu'en ce moment vous vous ennuyez un peu dans ce qu'on vous propose en romance, ou vous avez l'impression d'avoir fait le tour, que c'est devenu banal, qu'il n'y a rien de... Voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans ça parce que ce côté un peu fantastique, ça rajoute quelque chose parce qu'on est dans notre monde à nous, mais il y a ce petit côté qu'est-ce qui se passe, what the fuck, what's going on, assez cool, et je trouve que ça rajoute un plus du coup pour cette romance. Donc n'hésitez pas à découvrir ce livre parce que c'est une très belle histoire d'amour qui mérite qu'on s'y attarde et qui peut vous faire fuir l'ennui. Ensuite, je vais vous parler de H tendre de Clémentine Beauvais. C'est un livre que j'ai emprunté à mon travail parce que du coup je travaille dans un CDI, dans un lycée, et que j'ai beaucoup aimé. En fait, je voulais découvrir l'autrice de Clémentine Beauvais parce que j'entendais beaucoup parler, surtout de son écriture. Il paraît qu'elle a une très belle écriture et du coup, je vous le dis maintenant, elle a une très jolie écriture, c'est réel. C'est très agréable de lire du Clémentine Beauvais. Et du coup, dans ce livre, qui m'intéressait d'ailleurs depuis très longtemps, je n'avais entendu parler il y a plusieurs années maintenant. Dans ce livre, nous suivons Valentin qui vient de finir sa 3e, et dans cet ouvrage, on est dans une France où il y a une présidente et pas un président, et surtout elle a mis en place une année de stage entre la 3e et la seconde. Donc c'est une année où il remplit une sorte de formulaire pour dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, dans quoi il doit travailler et tout. Et après on lui sort en fait du coup où est-ce qu'il pourrait faire son stage. On lui propose pas, on l'oblige en fait à aller quelque part autre en France que sa région d'origine. Et en fait, il doit y aller faire son stage pendant 1 an, quoi. Sauf que Valentin, il fait tous ses vœux, etc. Et il se retrouve dans un endroit qu'il voulait pas du tout, quelque chose qui l'intéresse pas du tout. Il se retrouve dans un centre pour personnes atteintes d'Alzheimer et qui a comme particularité de faire revivre les années 70 à ses pensionnaires. Je trouve ça pas 70, 60, pardon. Mais bref, je trouve ça hyper intéressant. Sauf que lui, Valentin, c'est pas du tout quelque chose... il est pas très à l'aise avec tout ce qui est maladie, avec les vieux, etc. Enfin bref, c'est pas trop son délire. Mais il y va en n'étant pas très heureux d'y aller. Et il va faire la bêtise de faire gagner un jeu concours à une des pensionnaires, comme quoi Françoise Hardy viendrait chanter en fait la chanson préférée de cette pensionnaire ici quoi, là-bas, enfin bref. Donc il fait gagner la pensionnaire, ce qu'il ne fallait pas faire parce que comment on fait pour trouver une Françoise Hardy des années 60 ? Faut trouver sa sosie. Et du coup, il doit trouver une sosie de Françoise Hardy. Et il va découvrir tout un univers et qui va lui permettre de s'épanouir entièrement et de s'accepter entièrement, je pense, dans qui il est. Ce que j'adorais dans ce livre, c'est vraiment le fait qu'on voit un enfant qui grandit, qui prend maturité, qui découvre, qui apprend en fait ce que c'est la vie autour de plein de personnes très différentes. Voilà, c'est des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, donc c'est pas un public facile, mais malgré tout il va grandir autour d'eux, il va apprendre plein de choses, il va s'ouvrir à une passion incroyable. Et j'ai trouvé ça hyper beau à lire.
en sachant que c'est hyper particulier parce que le livre c'est vraiment le rapport de stage en fait de Valentin. Je trouve ça assez sympa de lire un rapport de stage parce que il était censé écrire je crois une cinquantaine de pages, même pas, et en fait il écrit 200 300 pages. D'ailleurs il le dit clairement qu'il a peut-être un peu dépassé, mais bon voilà, tant pis. Et en fait j'ai trouvé ça trop bien de voir le quotidien de ce gars qui juste évolue. Voilà, j'ai trouvé ça trop beau. J'aime beaucoup les ouvrages, et d'ailleurs vous allez vite vous en rendre compte avec tous les livres que je vous présente, mais on voit une évolution dans les personnages, où les personnages mûrissent, changent, évoluent, pour devenir en fait la meilleure version de qui ils peuvent être. Maintenant je vais vous parler d'un livre que je trouve magnifique, donc je vais essayer de vous le décrire pendant que je le montre à la caméra. C'est La balade de Art et Merci de Megan Bannon, sorti chez Milady. Alors ce livre-ci, il est bleu turquoise, je dirais, et il a des sortes de mains en squelette, vous voyez ce que je veux dire, les os quoi, qui font un cœur avec les doigts. Et la particularité, c'est que l'ouvrage, quand vous ouvrez la page de couverture, il y a un trou en forme de ce cœur qui est donc entre les mains. Et il y a donc une page derrière avec une citation du livre, donc c'est une discussion entre Art et Merci, et il y a dans ce cœur les deux personnages autour d'une tombe. Il est magnifique, il est doré, il est brillant, il est trop beau, et j'espère que vous avez compris comment je l'ai décrit, à quoi il ressemblait, parce que c'est pas facile à faire, mais voilà, il est magnifique, il brille de mille feux. Et on va pas se mentir, c'est pour ça de base que je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai acheté pour sa beauté en fait. Mais finalement, c'est un très bon achat parce que c'était un de mes coups de cœur de cette année. Donc, quoi de mieux finalement. Dans la balade funèbre de Art et Merci, nous suivons donc deux personnages, vous avez capté, Art et Merci. Merci, elle travaille dans l'entreprise familiale, c'est des pompes funèbres. Donc elle s'occupe de tout ça, des corps, etc. D'ailleurs, parce que c'est même pas juste vendre des... c'est pas juste vendre les cercueils, là c'est vraiment... elle doit s'occuper des corps, les embaumer, je sais pas comment on dit, enfin bref. Elle fait tout un travail autour de ça. Art, lui, il est ranger, donc il est souvent à l'extérieur de la ville, j'ai envie de dire, souvent seul, il est très solitaire d'ailleurs, et surtout la solitude le ronge. Ces deux personnages vont souvent travailler ensemble parce que ils lui ramènent les corps en fait qu'ils trouvent, et en fait ils se détestent. Ils peuvent pas se supporter, ils peuvent pas se saquer, c'est plus fort que eux. Et un jour, ils se mettent à s'écrire, mais sans savoir qu'ils s'écrivent l'un à l'autre. Art se met à écrire et en fait c'est posté, sauf qu'il a mis aucun correspondant, sauf que c'est elle qui le reçoit, elle ne sait pas qui lui a écrit et elle lui répond, et bref, s'ensuit une correspondance entre deux personnes, ils ne savent pas, ils ne se disent pas leur identité, et ils vont s'attacher l'un à l'autre, découvrir l'un et l'autre qui est l'autre sans savoir qui est l'autre, vous voyez ce que je veux dire ou pas, je ne sais pas. Mais bref, c'est trop mignon, c'est une belle histoire d'amour. J'ai peu de souvenirs de ce livre parce que je l'ai lu il y a vraiment longtemps, au début d'année dernière, mais je sais que j'avais eu du mal à lâcher le livre. Il faut savoir que j'aime beaucoup les livres avec ce côté un petit peu, c'est un peu glauque, mais où on travaille avec les morts, tout ça. Je sais pas, ça donne un truc en plus. Et je sais pas, il y avait tout un truc dans cet univers, dans ce livre. Enfin, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi je l'aimais. Je l'ai juste tellement aimé. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. Et en même temps, j'étais tellement en colère contre la famille de Merci. Ça, je me rappelle cette colère parce qu'elle a une charge mentale de dingue. On lui met tout le poids du monde sur les épaules. Et c'est dur à lire, c'est frustrant à lire. Mais bref, j'ai trop aimé ce livre. Je vous le conseille grandement parce qu'il est beau et parce que vraiment, je vous assure, même si je le vends très mal actuellement, il est vraiment bien. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai également parlé dans mon dernier épisode, qui est Par-delà la magie de Tom Felton, sorti chez Le Duc Pop Culture. C'est une autobiographie de l'acteur Tom Felton, donc, qui joue Draco Malfoy dans Harry Potter, vous savez, le jeune blond, voilà, Malfoy, Serpentard, tout ça. Et tout simplement, on va suivre sa vie quand il était enfant jusqu'à à peu près maintenant, il y a 2022 je dirais. Donc on le suit en tant qu'enfant acteur parce qu'il n'a pas fait que Harry Potter, il a fait d'autres trucs avant. Pour lui, jouer c'était pas une passion, c'était juste un petit plus à côté, un petit loisir à côté des cours quoi. Et en grandissant, c'est devenu son métier. Et en fait, on se rend compte qu'il a perdu pied
au fur et à mesure des années et il a sombré dans des addictions. Si je ne me trompe pas, c'est à l'alcool qu'il était addict. Bref, donc c'était un peu compliqué pour lui, ça n'a pas été simple. Et du coup, on va suivre tout ça, on va suivre ses côtés sombres et ses mauvais moments et ses beaux moments. On va suivre ses rencontres, les plus belles rencontres qu'il ait pu faire, qui ont marqué sa vie. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, ça rend quelqu'un d'humain de lire son autobiographie et j'étais trop heureuse de l'humaniser, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur lui parce que du coup j'adore son personnage, mais il est pas que ce personnage-là, il est plus, enfin c'est un être humain quoi, il est plus que ce qu'il nous présente. Et du coup voilà, si vous êtes curieux par rapport à qui il était, je vous conseille de le lire parce que je trouve que ça en vaut la peine. Voilà. Bon, on va rester sur tout ce qui est autobiographie et je vais vous parler de Maman à moi, écrit par Valérie Bonneton, sorti chez HarperCollins Poche. C'est un court livre, il n'est pas très long. Donc, Maman à moi de Valérie Bonneton, c'est les histoires de Valérie Bonneton, mais du point de vue de son caniche, je crois. Non, son bichon, autant pour moi, son bichon maltais, dont son petit chien, qui va nous raconter avec un peu d'humour la vie qu'il a eue aux côtés de la famille de Valérie Bonneton. Donc quand il a été adopté, les moments qu'il a passés avec cette famille, avec les enfants, avec sa maîtresse, les rencontres qu'il a fait en allant au parc avec les autres chiens, voilà. Et en même temps, du coup, on voit les côtés un peu plus sombres de la vie de Valérie Bonneton, avec un enfant qui était malade, avec un moment dépressif, si je ne me trompe pas de terme, qu'a pu vivre Valérie Bonneton. Bref, tout ça jusqu'au jour où elle a eu le rôle dans lequel on la connaît, qui est donc le rôle de Madame Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça. C'était hyper intéressant, très émouvant et toujours ce petit côté drôle, humoristique qui faisait du bien à certains moments parce que il y a une sorte d'innocence dans ce chien quand même si les chiens remarquent beaucoup de choses quand ça va pas. Chez leur maître, mais voilà, j'ai adoré ce livre, il est assez court. Si vous aimez l'actrice, n'hésitez pas à le découvrir si vous êtes curieux, tout simplement par rapport à la vie de cette actrice, parce que vous l'avez peut-être vue vous aussi avec Fais pas ci, fais pas ça. Moi c'est comme ça que je l'avais découvert, donc voilà, c'est pour ça que j'étais trop contente de l'avoir reçue à mon anniversaire il y a un an je crois. Enfin bref, du coup je vous conseille grandement. On retourne direction les mangas avec un tome 1 et un tome 2, c'est She Wasn't a Guy de Sumiko Arai. Je vous montre les couvertures ici. She Wasn't a Guy, c'est des mangas qui sont très voyants parce qu'ils sont verts déjà. Ils sont verts vifs, mais on les kiffe pour ce qu'ils sont. Dans cette histoire, nous suivons Aya qui se met à raconter à ses copines qu'elle a rencontré un gars. Il travaille chez Discard du coin, il est trop mignon, elle a un énorme crush dessus et oh là là, il est incroyable ce Discard. Enfin, le mec qui travaille chez le Discard. Elle dit ça comme ça en salle de classe à ses copines. Et à côté d'elle, il y a sa voisine de classe qui s'appelle Mitsuki. Et Mitsuki, elle est en train de se cacher le visage parce qu'elle est en mode putain mais c'est moi le mec dont elle parle et je suis pas un mec en fait, je suis une meuf. Parce que tout simplement quand elle travaille chez le disquaire, Mitsuki porte un masque. Et on voit pas ses cheveux longs, on voit rien, bref, elle peut passer pour un mec très facilement. Elle est un peu gênée et elle est un peu en panique parce qu'elle est en mode mais je veux pas que... Enfin, comment je lui dis que je suis pas le mec dont elle parle, mais en même temps, ça la flatte un petit peu, quoi. Enfin bref, vous savez, elle est un peu intéressée par elle aussi, enfin... Bref, c'est un peu compliqué, quoi. Elle est dans une situation un peu complexe et bon, voilà... Aya va finir par savoir et tout parce qu'on veut pas jouer sur ça, mais du coup elles vont devenir un peu plus Camille et c'est trop mignon, c'est trop chou et c'est du coup une romance saphique également que je trouve très très adorable. En plus il y a un petit côté rock'n'roll tout du long parce que du coup ça se passe souvent chez le disquaire qui est fan de rock. Les meufs sont fans de rock également, donc c'est trop sympa. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, ce petit genre de truc. Les dessins sont très beaux. C'est très mignon. Là pour l'instant il n'y a que 2 tomes, mais il paraît que ça part comme des petits pains. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à acheter parce qu'il paraît que ça part vraiment vite. Maintenant je vais vous parler de la seule BD de tous ces livres, c'est Le Cœur en braille. Alors normalement c'est un livre qui a été écrit par Pascal Rutter et ça a été repris par Joris Chamblin et Annelise Nalin en bande dessinée. Et elle est énorme.
Vraiment très très grande, beaucoup plus grande que ma tête. Dans cette bande dessinée, nous suivons des collégiens, Victor qui est fan de rock, c'est un peu un je m'en foutiste, qui travaille pas, qui s'en fout de ses notes, enfin bref, il est là, il fait un peu des conneries, il en a rien à foutre de la vie. Et en fait, il y a une nouvelle qui s'appelle Marie-Josée, et Marie-Josée, c'est tout le contraire. Elle est très sérieuse, elle est très studieuse, et en fait, ils vont se retrouver à se côtoyer. Marie-Josée va avouer son grand secret à Victor, qui est qu'elle perd petit à petit la vue à cause d'une maladie qu'elle a. Donc elle va finir irrémédiablement aveugle, sauf qu'elle le cache à tout le monde, que ce soit ses parents, les profs, tout le monde. Et du coup, elle voudrait que Victor soit complice d'elle pour cacher au plus de monde possible le fait qu'elle ne voit pas. Parce que tout simplement, elle a un concours de violoncelle, si je me trompe pas d'instrument, ou de harpe, je sais plus. je sais plus. Bref, elle a un concours de musique et elle veut à tout prix le passer, etc. Bref, elle veut pas qu'on lui interdise plein de choses parce que à cause de ce problème de santé. Et en fait, Victor va donc devenir ses yeux. Et c'était incroyablement émouvant comme lecture, incroyablement beau parce qu'en plus les dessins et les couleurs utilisées dans cette BD sont magnifiques. J'ai tellement trouvé ça sublime. Juste pour ça, vous devriez l'acheter. Mais en plus de ça, l'histoire est très belle. Entre ces deux gamins solidaires qui tombent amoureux l'un de l'autre, dans cette solidarité, dans cette entraide. C'était juste trop beau à lire en fait. Et du coup, juste pour ça, je vous le conseille parce que si vous voulez une belle histoire, c'est clairement ça qu'il vous faut quoi. C'est magnifique. Donc voilà, je vous conseille grandement. J'ai rien d'autre à dire à part que c'était incroyable en fait. Là, c'est ma dernière lecture de 2024 que je vous sors. C'est Assistant to the Villain, écrit par Anna Nicole Mairer, et c'est chez Penguin Edition. Donc je l'ai lu en anglais. C'est sorti en français, je ne sais pas ce que ça vaut encore une fois. Moi, je l'ai lu en anglais. Donc c'était ma toute dernière lecture de l'année 2024. Entre temps, j'ai fini le tome 2 et j'attends le tome 3 qui sort qu'en septembre 2025. Donc je vais avoir le temps d'oublier en fait ma lecture. Donc c'est pas grave. On recommencera, écoutez. Mais du coup, c'est mon dernier coup de cœur de l'année et je suis trop contente de vous en parler parce que c'est très frais dans ma tête par rapport aux autres. Nous suivons Evie, donc c'est une fantaisie, hein, je précise. Mais nous suivons donc Evie qui est en train de se promener dans la forêt où il faut pas aller parce qu'il y a le méchant qui s'y promène, parce que voilà, vous savez, les fantaisies, il y a toujours un grand méchant, sauf que là, le grand méchant s'appelle le méchant, enfin bref, et en fait, il s'y promène tout le temps, etc., donc il faut faire très attention, tout le monde en a un peu peur de cette forêt, parce qu'on sait jamais si on peut le croiser ou pas, et du coup, Evie, elle est là, elle se promène, et d'un coup, elle voit du sang, elle suit le sang, elle voit quelqu'un qui est blessé, qui est en train de se cacher des gardes du roi, et en fait, c'est clairement le méchant. Et en fait, il va y avoir une discussion entre eux et elle va dire qu'elle a pas de boulot, qu'elle cherche un boulot parce que c'est galère, parce que son père est malade, elle a une sorte de 10 ans à s'occuper. Et lui va lui dire, bah, deviens mon assistante. Voilà. Et elle devient l'assistante du méchant. C'est tout. Et c'est génial. J'aime trop. Ce livre est incroyable. Ce livre est trop fun à lire. J'aime trop la romance qu'il y a. Par contre, c'est très slow burn, hein. Il y a une tension très slow burn, c'est dur, c'est très dur. Vraiment, j'ai eu du mal parce que j'étais là en mode pitié, mais donnez-moi ce que je veux un bisou, c'est tout. Je veux juste un bisou, mais c'était compliqué, même ça à avoir. Mais j'aime juste beaucoup trop cette histoire. C'est fun, c'est marrant, c'est décalé. J'adore le fait qu'on suive les méchants en fait. C'est trop drôle et en même temps cette petite intrigue derrière en mode... c'est même pas une intrigue derrière, c'est l'intrigue principale en fait. C'est que je me suis tellement focus sur la romance que j'ai fait genre il n'y avait pas d'intrigue, mais il y en a une. C'est parce qu'il y a une taupe qui se trouve dans les bureaux du coup du méchant, parce qu'il a des bureaux avec des employés et tout ça bien sûr. Et du coup ils sont en train de chercher qui est la taupe qui donne tout, qui révèle tout au roi, alors que le roi du coup c'est l'ennemi. C'est le gentil, mais c'est l'ennemi quoi. C'est hilarant, j'ai tellement aimé cette lecture, je vous conseille trop. Genre vraiment, je peux que vous dire ça, les personnages sont trop fun, ça donne de la bonne humeur en même temps. Je trouve, en fait, à certains moments, je trouvais que c'était un peu, voilà, un peu facile, je sais pas comment dire, mais dans l'écriture, des fois j'étais en mode oui, bon, c'est une lecture recommandée par TikTok quoi. Et en fait, après, juste, il y avait des phrases et j'étais en mode putain, elles sont belles les phrases. C'est un peu poétique. En anglais, il y a des trucs qui m'ont fait mal. Genre, j'étais là en mode oh, c'est beau. Ah. Enfin, je sais pas comment dire, mais
Il y avait ce petit côté un peu poétique dans son écriture où je m'y attendais clairement pas. Ça me prenait par surprise et j'ai trop kiffé. Du coup voilà, je vous conseille grandement ce livre, il est vraiment bien. Du coup bah juste si vous vous y mettez, n'oubliez pas, le 3e tome, c'est pas pour maintenant. Vraiment vous pourrez attendre comme moi pendant très longtemps. Là ce que vous ne savez pas, c'est que il y a eu une coupure de batterie pour la caméra, parce que du coup comme je l'ai dit, je filme pour YouTube en même temps. Du coup il y a un changement de plan pour la vidéo et j'ai dû m'arrêter de filmer pendant 1h30. Dans mes 5 étoiles, il y a le manga Miraculous, le tome 1. La création originale c'est de Zag. Normalement c'est un dessin animé. Et du coup moi j'ai les tomes aussi en manga. Enfin j'ai aussi le dessin animé mais en manga quoi. Et pourquoi? Parce que tout simplement j'aurais adoré avoir ces dessins animés quand j'étais petite. Et ces mangas aussi quand j'étais petite. J'ai découvert ça très tard parce que j'ai 23 ans et du coup il y a 3 ans je crois j'ai découvert l'univers Miraculous. Et ça me rappelle trop mon âme d'enfant. C'est pour ça que j'adore en fait ces histoires en fait autour de Miraculous. Donc si vous avez des enfants ou en tout cas si vous connaissez des enfants et que vous voulez leur faire plaisir, bah du coup je vais vous parler vite fait de ce que c'est Miraculous parce que je devine qu'il y a moyen que les enfants que vous connaissez regardent. Mais du coup vous pouvez aussi leur offrir pour qu'ils lâchent les écrans, ça peut être sympa comme... Voilà, comme manière de régler le problème des écrans. Du coup, Miraculous, c'est des super-héros qui sauvent Paris. Donc c'est Ladybug et Chat Noir. Ladybug, dans sa vie ordinaire, elle s'appelle Marinette. Et Chat Noir, dans la vie ordinaire, il s'appelle Adrien. Et en fait, ils ne savent pas quelle est l'identité de l'autre. Donc ils se connaissent en tant que Ladybug et Chat Noir, ils se connaissent en tant que Marinette et Adrien, mais ils savent pas que Marinette c'est Ladybug et que Adrien c'est Chat Noir. Enfin vous voyez quoi. Et le truc que moi je kiffe, c'est cette petite histoire d'amour qu'il y a parce que Chat Noir aime Ladybug et Marinette aime Adrien. Donc il y a ce truc de Adrien aime Ladybug et Ladybug finalement elle aime Adrien mais comme ils savent pas qui est qui, ils se rendent pas compte qu'en fait qu'ils s'aiment entre eux quoi. Et je trouve ça trop mignon, je trouve ça adorable et en même temps il y a toutes ces petites histoires, cette action etc. pour sauver Paris et que c'est vraiment génial. Vraiment, c'est un pur plaisir à regarder et du coup à lire c'est la même chose. Donc c'est pour ça que j'avais mis 5 étoiles parce que voilà c'est fun et que enfin j'aime trop et puis c'est vraiment la même chose que le dessin animé mais en manga. Donc c'est pour ça je vous conseille grandement pour les plus jeunes là. Je trouve que c'est un super cadeau donc n'hésitez pas. Donc on va passer à des lectures moins enfantine. Je vous présente Ma chère Juliette, écrit par Justine Bull et sorti chez Hachette. J'ai lu ce livre cet été, je l'ai lu en même pas 24 heures, j'ai tellement aimé ma lecture, vraiment c'est un énorme coup de cœur que je vous conseille tellement. Dans Ma chère Juliette, nous suivons Alexandra qui rentre dans, je crois que c'est une sorte de prépa, en tout cas c'est en internat, alors qu'elle est en train de fouiller un peu la bibliothèque. Elle se rend compte qu'il y a un journal intime qui a été abandonné là, entre les livres, et elle va le prendre et le lire, et elle va découvrir l'existence de Roméo, qui a écrit toute sa vie, tous ses déboires et tout son mal-être, voilà. Et en fait, elle va adorer Roméo, elle va avoir une sorte de fascination envers lui, sauf que ce qu'elle ne sait pas c'est qu'elle va finir par le rencontrer. Et c'est leur histoire. Voilà, moi j'ai adoré. L'autrice déjà, j'ai suivi un peu son périple sur BookTok, donc TikTok, parce que elle était en train de faire publier son livre et du coup elle parlait un peu de tout ce qui se passait sur TikTok. Donc j'ai vu tous les mois qui sont passés où elle a travaillé sur tout ça et tout. Enfin c'était fascinant à regarder, à voir la promotion qu'elle a fait de son propre ouvrage jusqu'à la sortie du livre, etc. Enfin bref, c'était évident que je l'achète après tout ça tellement j'avais tout vu. Enfin c'était incroyable. Justine Bull écrit très bien. J'aime beaucoup sa plume, elle est très poétique, elle est magnifique, vraiment j'adore ça. Mais aussi tout simplement l'histoire en elle-même est vraiment belle, les personnages sont très attachants, ils sont vraiment super cool, j'avoue, je les ai tellement aimés. Et en plus de ça, il y a un amour de la littérature qui est assez visible
tout au long de l'œuvre. Quand je vous dis amour de la littérature, c'est vraiment avec un grand A. Tout simplement, il y a des statues de dieux grecs, si je me trompe pas, dans les couloirs de l'internat. Et enfin devant les portes des chambres quoi, et dans la bibliothèque il y a des statues de grands auteurs, et en plus les personnages se font des soirées où ils parlent littérature, où en fait ils se bourrent la gueule, on va le dire clairement, hein, ils boivent de l'alcool, tout en citant en fait leurs auteurs préférés, et je trouve que c'est une ambiance qui est tellement incroyable. Je pense que l'autrice aime tellement la littérature que ça se ressent dans tout ce qu'elle écrit, dans tout ce qu'elle a représenté dans ce livre. Et moi qui suis complètement fascinée et passionnée par la littérature, ça m'a complètement plu en fait, ça m'a complètement eu avec ça, avec son univers, avec ses personnages, avec son histoire. Donc je vous conseille tellement ce livre, mais vraiment, carrément je l'ai fait acheter pour mon travail, donc il est dans le CDI du lycée dans lequel je travaille. Je me devais de le mettre là, parce que il est tout à fait accessible pour les plus jeunes. Donc voilà, c'est une magnifique histoire qui m'a complètement eu. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est Lebensborn de Isabelle Marroger. Cette fois, c'est un roman graphique qui a été très intéressant. Il faut savoir que je l'ai découvert parce que ma collègue, du coup, qui travaillait avec moi en tant que professeur documentaliste, a été conseillée de l'acheter pour le CDI par notre collègue d'histoire géo. Du coup, on l'a lu et j'ai adoré ma lecture. C'était hyper intéressant. Donc, c'est une sorte de biographie, autobiographie. C'est en tout cas l'autrice, Isabelle Marroger, qui va raconter l'histoire de sa famille, parce qu'en fait, elle va se rendre compte que sa mère, si je me trompe pas, elle a des origines un peu particulières. Elle vient d'un Lebensborn. Alors qu'est-ce que c'est un Lebensborn ? Tout simplement, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale des bâtiments où étaient placées les femmes pour accoucher afin de créer une race aérienne. Donc vous savez ce que c'est les Aryens, c'est tous les blonds aux yeux bleus avec les idées d'Hitler quoi. Il y avait des soldats, enfin il y avait des Aryens qui devaient procréer avec des femmes pour justement créer la parfaite famille aryenne blonde aux yeux bleus. Et en fait sa mère a fait partie de ces bébés là. C'était assez intéressant parce que moi perso j'en ai jamais entendu parler à l'école de ça. Et du coup c'était la première fois vraiment que j'entendais parler. J'ai trouvé que du coup ça nous apprenait beaucoup plus sur cette événement, parce que comme encore une fois genre moi j'en ai jamais entendu parler. J'adore apprendre sur l'histoire, j'adore apprendre surtout sur la Seconde Guerre mondiale, je trouve ça hyper important, donc juste pour ça je vous conseille grandement. Et mon dernier livre dont je vais vous parler qui a eu 5 étoiles, c'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix, sorti chez Slalom. J'étais très curieuse par rapport à ce livre parce que la couverture c'est du coup une seule et même femme, mais on l'a en 3 visus, on l'a de face mais on voit pas son visage parce qu'il y a une sorte de feuille blanche, enfin pas blanche, feuille rose, enfin je sais pas si c'est une feuille, mais il y a un point d'interrogation en tout cas sur son visage, et après on la voit de ses 2 profils, et elle a une tenue d'époque bleue, une robe d'époque bleue avec des gants etc, une grosse coiffure, vous savez comme les perruques, enfin bref, elle est vraiment très apprêtée en mode l'ancien temps, voilà. J'aime bien un peu ce genre de livre normalement. Ça m'a entièrement fait penser au livre La Sélection de Kirakas, si vous connaissez. Ça fait beaucoup penser à ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement dans Noblesse oblige, donc on est pendant Louis je sais plus combien, bref c'est la royauté, il y a une monarchie, je sais pas si c'est Louis XIV ou si c'est juste la suite, non voilà, genre en mode c'est comme si on n'avait jamais eu de république et qu'on était toujours en monarchie, du coup on est à Louis XXI. Pour amuser la foule, ils ont une sorte de télé-réalité afin de mettre en couple des gens aisés, en fait, plus ou moins aisés, donc la noblesse, tout simplement, avec pas seulement des femmes nobles, mais des roturières ou des trucs comme ça, quoi. Et du coup, cette télé-réalité, elle est très importante, voilà, parce qu'il peut y avoir des grandes personnes qui participent. Et en fait, va être choisie pour participer, pour rentrer dans cette émission, une jeune fille qui s'appelle, si je me trompe pas, Gabrielle. Et en fait, elle va rentrer dans cette émission
Sauf que elle, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est anti-royaliste et que du coup, elle veut faire descendre ce système de monarchie tout en s'infiltrant, en découvrant les secrets des uns des autres, en fouillant un petit peu pour tout révéler au grand jour. Sauf qu'elle a trop fouillé et a fini par en apprendre beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû apprendre pour son propre bien à elle. Et du coup, elle va se trouver un petit peu en difficulté. Et moi, j'ai adoré parce que s'il y a un truc que j'aime dans la littérature, c'est les histoires politiques. Que ce soit en fantasy ou n'importe, genre juste, j'aime bien le côté politique des choses. Je trouve ça toujours hyper intéressant de voir comment c'est mené. Et du coup, il y avait tout cet aspect un peu politique dedans. Aussi, il y avait aussi de la romance, de la machination, enfin... Bref, tout ce que j'aime dans un livre. Et en plus, encore une fois, j'aime trop tous les trucs un peu époque. Donc l'histoire de monarchie où tout le monde a des jolies robes, j'avoue, moi j'aime bien. J'adore cette ambiance. Faut savoir que La Sélection, c'est un livre que j'aime beaucoup, donc naturellement, Noblesse oblige à rentrer dans les cases en fait. Donc c'était parfait. En sachant que l'autrice n'a pas peur d'aller au bout de ses idées et de maltraiter un peu ses personnages. Et moi, j'avoue, j'aime bien avoir le cœur brisé et j'aime bien quand l'autrice n'a pas peur de ça, parce qu'on en a marre des personnages qui meurent pas, on en a marre des personnages qui ne souffrent pas, qui ont rien vécu et qui... Juste, la vie est trop belle pour eux. Moi, j'aime quand il y a un peu de gore et un peu de trash, et du coup, j'étais trop contente parce qu'il y en a un peu eu, et du coup, ça m'a plus que ravie. Du coup, voilà, c'était mes 16 lectures, mes meilleures lectures de 2024 qui ont eu 5 étoiles sur Goodreads. Effectivement, il y en a beaucoup, on va pas se mentir, mais je suis assez généreuse, on va pas se mentir, parce que sur 49 livres, 16 avec 5 étoiles, on va dire que je suis très généreuse. Mais bon, voilà, je suis un très bon public. N'hésitez pas à suivre ce podcast si vous intéresse, si vous aussi vous êtes intéressé par tous les livres dont j'ai parlé, si vous êtes curieux de savoir par exemple mes pires lectures de 2024, parce que ça va sortir prochainement. C'était le 2e épisode de Blabla littéraire. Je suis Lorlans Reading, vous pouvez me retrouver sur BookTok avec le même pseudo. et sur YouTube, du coup, Lorlans Reading. Voilà, actuellement, ils sont en train de me regarder pendant que je fais cette petite pub. Et du coup, pour YouTube, vous pouvez me retrouver sur Spotify avec le nom Blabla littéraire pour cette émission tout simplement. Et on se retrouve pour ma prochaine émission, mon prochain épisode qui sera donc bien évidemment sur mes pires lectures 2024. Ciao!